Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici pour le dernier atelier sur le campus Asie. Pour ceux qui ont assisté aux ateliers précédents, on a compris que c'était une terre d'opportunités et je pense que ce dernier atelier va nous permettre de bien clôturer la journée et de récolter beaucoup de conseils sur la manière de faire et de ne pas faire. Donc on va discuter de fusion-acquisition, l'objectif réussir son investissement en Asie, les stratégies gagnantes à connaître. 3 experts pour discuter de ça aujourd'hui. On a la chance d'accueillir Nicolas, mon voisin, qui est Bonjour Nicolas, pardon. Managing Director chez Tiro Capital. Isabelle, pardon, que j'aurais dû introduire en première. Non, ça va. Bonjour. Bonjour Isabelle, directrice chez Timéo Performance, un cabinet de conseil en organisation et RH qui accompagne ses clients en Asie. Isabelle qui fait également partie du comité Singapour des conseillers du commerce extérieur français. Et enfin, nous avons Arnaud Bourru-Lacouture. Bonjour Solène, bonjour à tous. Bonjour Arnaud, qui est partenaire chez LPA Law, un cabinet d'avocats réputé avec une belle expertise en droit des affaires et en fusion-acquisition. Arnaud, que je remercie doublement parce que c'est LPA qui organise cet atelier aujourd'hui et qui a été lead et qui nous a permis de réunir ces beaux intervenants. Voilà, merci à tous d'être présents. Merci Solène. Merci. Alors, pour commencer, on va commencer par un petit aperçu. Quelles sont les tendances clés que vous observez dans le marché du M&A en Asie en ce moment et comment est-ce qu'elles influencent les stratégies d'investissement? Oui, je peux commencer sur cette question. Merci Solène. Tu as parlé tout à l'heure de terre d'opportunité et je pense qu'on va reprendre le même thème. Je pense qu'il est assez commun à tous les ateliers d'Asie. Les tendances qu'on constate sur le marché M&A aujourd'hui en Asie sont des tendances qui restent très favorables. Et on constate une activité qui reste très soutenue et qui ne se dément pas. Et à mon sens, pour 2 raisons principales. La première, c'est évidemment la taille des marchés en elle-même et la croissance de ces marchés. Je pense qu'on l'a dit avant dans d'autres ateliers, mais l'Asie reste de ce point de vue-là une terre d'opportunité exceptionnelle. On parle en Europe ou en France de taux de croissance du PNB de 2-3% maximum. En Asie, et ça reste le cas notamment dans beaucoup de pays de l'Asie du Sud-Est, ces taux de croissance de 5, 7, 8% facilement. Le Vietnam a eu un taux de croissance moyen, je crois, de 8% annuel depuis les 10 dernières années, et ce, y compris le Covid. Et le Vietnam, pendant le Covid, a continué à croître. Donc ça, c'est quand même la première chose qu'il faut rappeler toujours, c'est que la croissance en Asie reste très forte et très soutenue et est tirée par 2 choses fondamentalement. La croissance démographique qui reste bonne, la taille de ces pays et aussi le fait d'une augmentation en proportion de la classe moyenne qui monte en gamme en termes de consommation, en termes d'envie, et ce qui crée effectivement des marchés très porteurs. Donc ça, c'est la première chose qui est très favorable au marché du M&A, qui suit cette progression naturelle. La deuxième chose qui me paraît fondamentale aussi, c'est la structure de ce marché. C'est un marché qui est composé essentiellement de PME quand même. Il y a beaucoup moins de multinationales telles qu'on les connaît en Europe ou aux États-Unis. Et qui dit marché de PME dans un contexte de forte croissance, dit des besoins de structuration de capital, des besoins de transmission importants, des besoins de consolidation. Tous des phénomènes qui sont extrêmement favorables au M&A. Donc ça, c'est vraiment les tendances. Il est important de dire aussi, à mon sens, que ce qu'on constate sur le marché asiatique, c'est que ça reste sur le M&A des cycles relativement longs. C'est des opérations qui peuvent prendre du temps, notamment dans leur préparation. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Un des premiers facteurs, c'est un facteur culturel qu'il faut bien comprendre et bien connaître. C'est comme des sociétés où la relation, la confiance doit être établie avant de vraiment faire du business. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est difficile de précipiter les choses en Asie. Quand vous discutez d'une acquisition avec un vendeur, vous ne commencez pas par lui proposer un prix immédiatement au coin d'une table à un dîner. Ça ne se fait pas, quoi. Ça ne se comprend pas. Et donc, il faut quand même travailler la relation en amont avant vraiment d'engager les choses. La deuxième chose, mais qui est plus pour le coup conjoncturelle, ça c'est vrai un peu partout, mais c'est vrai aussi en ce moment en Asie. On est dans une période
où les valorisations s'ajustent des sociétés et s'ajustent plutôt à la baisse par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et c'est assez normal, c'est dû essentiellement au financement qui s'est renchéri. Donc ça se comprend assez facilement. Plus c'est cher d'acheter, plus le prix à un moment descend parce qu'on est contraint par des problématiques de financement. Et la deuxième chose, c'est la croissance qui reste bonne en Asie, voit quand même certains nuages s'accumuler, et donc les gens sont plus prudents. Dans un contexte de PME où vous avez des gens qui, des boîtes de belle taille, ont gagné beaucoup d'argent pendant pas mal d'années, et qui donc peuvent encore attendre. Et donc il y a un ajustement qui est en train de se faire et qui prend toujours un peu de temps. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Nicolas. Je rebondis un petit peu et je voudrais confirmer ce que dit Nicolas. Moi, peut-être pour préciser, j'exerce en tant qu'avocat à Singapour, donc l'angle de mes réponses va quand même porter principalement sur la région Asie du Sud-Est, parce que c'est vrai qu'on parle de réussir son investissement en Asie, mais j'ai quand même un angle plutôt Singapour et le reste de l'Asie du Sud-Est dans mes réponses. D'abord, pour rebondir sur ce que dit Nicolas, oui, il y a en effet une tendance sur ces 10-15 dernières années de croissance des opérations et de grande diversité des secteurs et de tout type de transactions qui peuvent intervenir. Ce qui est intéressant aussi en étant à Singapour, c'est que c'est un hub sur le reste de l'Asie et principalement de l'Asie du Sud-Est, ce qui vous permet de vous frotter à tout un ensemble de pays divers les uns les autres, avec des cultures différentes et, pour ce qui me concerne, des systèmes juridiques différents. Une des caractéristiques, je dirais aussi, de ce marché d'Asie du Sud-Est, c'est, comme le disait Nicolas, le fait que les opérations sont souvent des opérations, je dirais, de small à mid cap. C'est-à-dire qu'on a des valorisations qui vont être entre 10 et 100 millions de dollars la plupart du temps. Au-dessus de 100 millions de dollars, on est déjà dans des opérations qui sont très importantes. Là où en Europe, on serait plutôt dans une sorte de secteur mid-cap. C'est lié en particulier au fait que l'Asie du Sud-Est, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas un ensemble géopolitique à peu près cohérent, ou finalement avec des flux très aisés, etc. Certes, il y a des accords économiques entre les pays de libre-échange, mais ce sont des cultures très différentes. Et donc, quand vous avez une entreprise qui marche à Singapour, qui est installée en Indonésie ou qui est au Vietnam, vous n'aurez pas nécessairement la duplication de ces entités dans le reste de l'Asie du Sud-Est. C'est assez difficile de trouver des entreprises que vous souhaiteriez racheter qui soient présentes à la fois à Singapour, en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande. Ça existe, mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus couramment. Tout simplement parce qu'en effet, on est encore dans un système de PME avec un capital qui est souvent familial, ou alors ce sont des petits investisseurs. Et donc, les clients que nous conseillons de notre côté, qui sont la plupart du temps des PME, SME, françaises ou européennes, vont se focaliser sur ce type d'opération, de rachat, d'entreprise familiale, plus éventuellement, avec des revenus intéressants, une croissance et des perspectives intéressantes. Et le type de transactions sur lesquelles on travaille sont souvent une acquisition de contrôle dans un premier temps, et ensuite une période de transition de 3 à 5 ans, où le fondateur, le manager, reste dans la société jusqu'à organiser une sortie finale via un earn-out ou des promesses de vente et d'achat croisés. Il y a un autre point que je voudrais évoquer sur ce marché du M&A, qui est un petit peu en parallèle de tout ça, c'est le développement assez important depuis une quinzaine d'années de tout ce qui est venture capital, start-up. Singapour cherche depuis plusieurs années à être la Silicon Valley de l'Asie et a fortement encouragé le développement des start-up. En parallèle, vous avez tout un ensemble économique qui passe par des fonds de venture capital, par des business angels, par des cabinets d'avocats aussi qui développent leur activité en faveur des startups, qui se sont progressivement sophistiqués. Et vous avez aujourd'hui, par rapport à 10 ans derrière moi, quand je suis arrivé en Asie, une documentation juridique qui se standardise, qui permet du coup à des investisseurs étrangers, y compris des Européens, des fonds d'investissement européens, de commencer à investir dans ces startups. Ça a commencé un peu avec Singapour,
Mais il faut surveiller de près des pays avec des populations beaucoup plus denses et peut-être aussi plus dynamiques en termes d'entrepreneuriat, comme le Vietnam, l'Indonésie ou encore la Thaïlande. Et évidemment, ça résulte en un secteur des techs, de la technologie très important, en fort développement. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'avec l'émergence des middle class d'Asie du Sud-Est, il y a une grande propension d'entreprises à développer tout ce qui est activité digitale, de commerce digital, d'achat par des réseaux sociaux. En fait, de manière assez flagrante, je pense par exemple au Vietnam, on a des circuits de distribution qui sont complètement bousculés, où les Vietnamiens, par exemple, se mettent très rapidement au digital, à l'achat en ligne, aux dépens évidemment de tout ce qui est physical store dans la distribution. Merci Nicolas, merci Arnaud. Moi je bois du petit lait parce que j'ai donc un banquier d'affaires et un avocat qui confirment déjà que lorsqu'on parle M&A en Asie, on parle culture, on parle êtres humains et facteurs humains. Et donc moi c'est un peu l'angle que je vais apporter aujourd'hui dans cette discussion. C'est et les hommes dans tout ça, les femmes bien sûr et tout le reste. Je ne sais plus comment il faut dire, excusez-moi, mais on va dire les hommes de façon générique. Je ne veux pas rentrer dans la polémique. Voilà, donc moi sur cette question-là, j'ai peut-être une réponse un petit peu plus courte, bien sûr, que mes deux co-animateurs ici. Pardon, je crois qu'il faut garder le micro comme ça, c'est ça? D'accord. Ce qu'on observe, nous, chez nos clients en Asie, donc nous, on couvre toute l'Asie, donc basé à Singapour aussi depuis 15 ans, en Asie depuis 15 ans, on couvre l'Asie, incluant la Chine, donc pas que l'Asie du Sud-Est. Ce qu'on observe, c'est en effet une accélération des acquisitions chez nos clients, particulièrement depuis ces 2 dernières années, à la fois pour aller plus vite en Asie, évidemment quand on passe par l'acquisition, notamment d'un outil industriel, c'est plus rapide que d'aller construire une usine en Asie. Et aussi également, on a vu pendant le Covid des ruptures de chaînes d'approvisionnement, et donc on a beaucoup de clients qui se sont dit il faut maintenant peut-être avoir un sourcing un peu plus proche de nos clients, un peu plus proche de nos marchés, et qui donc aussi procèdent par acquisition pour ces raisons-là. Voilà un petit peu, moi, la partie que je peux apporter sur les tendances, qui sont évidemment moins sur les aspects réglementaires que Nicolas ou Arnaud. Merci. Merci Isabelle, on est très très content d'avoir justement cet aspect humain qui s'ajoute à l'atelier et qui sera je pense plus amplement abordé plus tard. Alors vous nous avez déjà fait une description bien pratique. Si on veut entrer encore plus dans le concret et qu'on parle d'une question classique mais importante, un petit peu les défis et les opportunités que vont rencontrer les entreprises françaises qui souhaitent faire des fusions-acquisitions en Asie, et comment peuvent-elles les surmonter? Je veux bien commencer. Pour cette question, je vais mettre mes lunettes de juriste. Pardonnez-moi par avance. Nicolas rebondira sur des sujets peut-être plus business. Ce qui est intéressant pour connaître encore une fois plus cette région d'Asie du Sud-Est, c'est d'abord de se pencher un petit peu sur les systèmes juridiques et la manière dont on fait les opérations dans cette région. Et je dirais qu'il faut distinguer 2 groupes de pays. Vous avez d'un côté des endroits comme Singapour, comme Hong Kong, sur l'Asie du Nord, peut-être un peu plus la Corée du Sud, le Japon, etc., où vous avez des systèmes juridiques extrêmement bien construits, sophistiqués. Singapour et Hong Kong sont inspirés de la common law, donc c'est très proche du droit anglais. C'est une pratique de faire du M&A qui correspond à des standards internationaux. Donc les opérations se font assez facilement. Vous avez un contrat d'acquisition qui, lors de votre opération, peut être rédigé de manière assez souple, de manière flexible. Les parties ont toute liberté pour disposer de leurs intentions, des mécanismes de l'opération. Et finalement, peu de réglementation et peu de contrôle. Ce qui donne du coup à Singapour et Hong Kong un avantage certain pour être un lieu de fusion-acquisition. J'ajouterai à cela que les systèmes judiciaires, encore une fois plus singapouriens et hongkongais, fonctionnent très bien. La justice fonctionne et Singapour et Hong Kong sont des grandes places d'arbitrage. Ce qui fait que quand vous faites une opération dans ces 2 juridictions, vous avez à peu près la garantie que votre documentation juridique va fonctionner et que s'il y a un problème, vous saurez vous adresser aux bonnes personnes qui trouveront les décisions, enfin qui émettront les décisions nécessaires.
En face de cela, vous avez sur l'Asie du Sud-Est les pays dits plus en voie de développement, l'Indonésie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, etc., avec des systèmes juridiques plus complexes. Par exemple, vous allez avoir un droit des sociétés dans ces pays-là, mais en plus, vous allez avoir un droit de l'investissement. C'est-à-dire que chacun de ces États, peut-être encore plus hier qu'aujourd'hui, parce qu'heureusement, les choses s'améliorent, mais ont une tendance à contrôler l'investissement étranger et à régulariser, évidemment, les opérations. Donc ça évidemment ajoute de la complexité dans vos opérations. Quand vous êtes un juriste et un avocat et que vous devez rédiger la documentation ou faire une due diligence d'une société au Vietnam ou en Indonésie, vous allez évidemment vous heurter à beaucoup plus d'obstacles, de complications potentielles, tout simplement parce que on est dans des pays plus réglementés et on est dans des pays où parfois le droit est rédigé de manière assez imprécise. Et il est difficile parfois de savoir comment doivent être interprétés les textes. Donc ça, c'est une des difficultés qu'il y a dans ces pays. Et c'est pour ça qu'encore une fois plus, il faut être vigilant au moment de la réalisation de l'opération. En plus de cela, ces pays-là ont des systèmes judiciaires qui sont parfois assez fragiles, où les décisions prises par des juges locaux ou des chambres d'arbitrage locales peuvent être assez aléatoires et pas forcément toujours d'une rigueur juridique complète. Donc c'est une chose qu'il faut avoir en tête quand vous faites votre opération en Asie du Sud-Est. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'en aller pour autant, mais il faut acquérir des bons réflexes. Je vous donne par exemple une illustration de ce sujet. Si vous faites une opération dans ces pays qui seraient plutôt du groupe des juridictions fragiles, au moment de réaliser votre opération, vous avez généralement une garantie de passif dans vos contrats d'acquisition, dans un dossier M&A, qui vous protège évidemment de tout ce qui pourrait être lié à la gestion passée de la société. En principe, dans une juridiction comme Singapour-Hong Kong, votre garantie de passif, s'il y a un problème, vous la mettez en œuvre après l'opération et vous allez voir le vendeur et le vendeur va vous indemniser en vous reversant des sommes. Et s'il y a un problème, on va au tribunal, on va devant un arbitrage et il y a une décision. Pour éviter le lourd parcours d'un arbitrage ou d'une décision judiciaire dans les pays du groupe des juridictions compliquées, on procède généralement par des mécanismes de rétention de prix. C'est-à-dire qu'au moment de la réalisation de votre opération, plutôt que de payer 100% du prix au vendeur, vous allez payer 60-70% du prix, garder le reste des sommes que vous pouvez traduire sous forme de earn-out, de call option ou même tout simplement de rétention de prix, les mettre sur un séquestre, etc. Mais c'est ce qui va vous protéger parce que si demain vous vous rendez compte que la société a des problèmes que vous n'aviez pas anticipés dans le cadre de vos due diligence, à ce moment-là, cette partie du prix que vous conservez vous permet de vous protéger face à un vendeur qui serait potentiellement pas prompt à vous indemniser dans le cadre du contrat. Oui, pour prolonger la réflexion d'Arnaud sur les défis et les opportunités de ce marché du M&A ou des acquisitions en Asie, je crois qu'effectivement, le défi principal et probablement vient du fait que c'est des marchés pour le M&A qui sont beaucoup moins fluides et standardisés que ceux dont on a l'habitude en Europe ou aux États-Unis, où il y a une tradition de fusion-acquisition qui remonte à très loin. Et donc des marchés qui sont très structurés, avec des pratiques très standardisées pour cette activité-là, et très intermédiaires. En Asie, c'est d'ailleurs une chance pour nous, mais c'est des marchés qui sont peu intermédiaires, où les gens ont moins l'habitude du conseil et où les pratiques standardisées existent moins. Et donc forcément, ça pose des problématiques de préparation, de compréhension et d'exécution de la transaction à beaucoup de niveaux. Au niveau financier, qui est le domaine principal dont on s'occupe chez Tiro, évidemment, pour accompagner nos clients, notamment à l'achat, ça se voit sur beaucoup de réflexes. Par exemple, quand on parle de valorisation, et notamment avec des sociétés qui n'ont pas l'habitude de transactions, et qui sont des mid-cap, et qui ne sont pas intermédiaires, leur faire comprendre comment on valorise une société
en dehors d'avoir en tête un multiple de marché que les gens vont avoir en tête et sans forcément le comprendre, ça ne va pas être évident de négocier la chose intelligemment. Il nous arrive souvent d'être en face de vendeurs pour le compte de clients à l'achat qui ont en tête une valorisation de leur société de 12 fois ou 15 fois. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont entendu auprès de collaborateurs ou qu'ils ont vu sur une transaction passée. Et donc ils se disent, ben voilà, ma société vaut 14 fois l'EBITDA. Bon. Alors, comme vous le savez tous ici ou pas, mais un multiple dépend de beaucoup de choses. Il ne dépend pas que des comparaisons du marché, mais dépend de la croissance, dépend de la marge, dépend de l'intensité capitalistique de la société en elle-même, du besoin en fonds de roulement, voilà, de beaucoup de choses qui doivent se regarder de manière précise. Donc ça, c'est un vrai sujet, de faire comprendre qu'une valorisation, non, c'est pas juste un multiple qu'on sort de son chapeau. Au niveau financier, ce manque de standardisation, d'intermédiation en face de certains vendeurs pose d'autres problématiques et qui rejoignent un peu ce que je disais tout à l'heure sur la confiance. Il est classique, quand on veut acheter une société, et c'est même le processus normal, de commencer par ce qu'on appelle une LOI, un Letter of Interest, où sur la base d'informations préliminaires, vous donnez un prix indicatif au vendeur pour rentrer dans un processus de négociation exclusive. Alors vous êtes accepté en processus de négociation exclusive et là, vous faites des diligences évidemment beaucoup plus approfondies pour vérifier que la société que vous avez achetée correspond bien à ce que vous aviez en tête au moment où vous avez formé votre prix. Bon. Et c'est assez normal de descendre son prix dans le cadre de ce genre de processus parce qu'en étudiant la société à fond, on s'aperçoit que les choses ne sont pas exactement comme le vendeur les a représentées au départ. Bon. Et en Asie, on se retrouve souvent dans des situations où justement à cause de cette problématique de confiance et ce manque de culture du M&A ou d'intermédiation, les gens ne comprennent pas. Pour eux, le prix était dans la LOI et donc il n'y a pas de raison de le changer. Alors, on a beau expliquer que oui, ils changent pour des bonnes raisons. Il y a toujours ce petit décalage et cette difficulté-là. Au niveau légal, Arnaud l'a rappelé, mais voilà, je ne vais pas le reprendre. Et je pense qu'au niveau intégration, ressources humaines, Isabelle va en parler. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le grand défi, la durée, l'accompagnement, la pédagogie qu'il faut faire pour mener une transaction à bien en Asie. Après, on peut aussi parler d'opportunités. Et en face de ces défis, qui sont réels, mais qui sont surmontables, on a les opportunités ou la valeur ajoutée du M&A décuplée quelque part. Décuplée pourquoi? Parce que pour une société qui est en Europe ou en France, de taille moyenne, et qui veut s'implanter en Asie, il y a toujours la possibilité effectivement d'y aller pour faire de l'export, mais c'est long, c'est lent. Il y a aussi des gros défis qui y sont liés, hein. C'est des marchés qu'on ne connaît pas, des cultures qu'on ne connaît pas, il faut envoyer du monde, ça prend beaucoup de temps. Bon. Et là, la valeur ajoutée du M&A, qui est d'accélérer le développement, est démultipliée parce que vous allez dans une région que vous ne connaissez pas. Et si vous appuyez sur une équipe déjà existante, une offre déjà existante, des réseaux de distribution déjà existants, qui va vous servir de plateforme pour faire plus de croissance après, évidemment, vous gagnez énormément de temps. À condition, évidemment, de ne pas surpayer et de faire une belle acquisition qui suive d'intégration correcte derrière. Mais ça, c'est vrai que pour l'Asie, passer par le M&A, ça offre effectivement des avantages considérables, une accélération de développement considérable si c'est bien fait. Une autre opportunité, et encore une fois sur des marchés en très forte croissance, comme je le disais au début. Une autre opportunité qu'on n'a pas forcément vue non plus sur l'Asie, parce qu'on est loin en Europe et qu'on ne connaît pas la réalité de ce monde-là, on a tendance souvent à dire bah oui, c'est des pays en voie de développement. Bon, alors Singapour, ça va encore parce que ça paraît le New York entre guillemets de l'Asie, mais bon, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, bon, c'est pas des peuplades arriérés, mais bon, on a un peu de temps en temps cette arrière-pensée de se dire ils sont encore en voie de développement et donc bon. En réalité, quand on vit en Asie, quand on y va, on est souvent surpris du niveau de sophistication
et de développement devant lequel on se trouve. Donc on est sur des populations qui sont en croissance, on est sur une classe moyenne qui se développe de plus en plus rapidement, mais qui est extrêmement sophistiquée à la fois dans son éducation et dans sa consommation, dans sa pratique de la technologie. Moi, je suis frappé de voir quand je viens à Paris, ça fait comme 20 ans que j'habite en Asie, mais je reviens quand même souvent en France et en Europe, les paiements avec son téléphone qui arrivent, qui maintenant sont plus ou moins actés en France, ça fait 10 ans que ça existe en Asie. Et quand je dis en Asie, c'est pas que Singapour. Non. On en parlait avec Arnaud tout à l'heure, mais c'est vrai que le métro parisien, maintenant ça y est, on a une carte Navigo depuis pas tellement longtemps, mais ça fait des années dans tous les métros d'Asie. Qu'on paye avec sa carte bancaire directement maintenant. Voilà, exactement. C'est vrai que... Le phénomène des super apps, ça a été inventé en Chine, repris en Asie extrêmement vite. Tout ce qui est outils collaboratifs dans le cadre des équipes de travail, c'est des choses qui existent et qui sont intégrées très très rapidement parce qu'effectivement, ils passent d'un état de croissance qui était effectivement moindre que les pays matures, mais un état de croissance équivalent très très vite, avec une population assez jeune, très friande de toutes ces technologies. Bon, donc on est sur des marchés en réalité très sophistiqués. Et c'est vrai aussi souvent des infrastructures, de la logistique, des infras, que ce soit téléphonie mobile. Là aussi, je suis frappé, pardon de le dire, mais j'ai des problèmes de connexion avec mon téléphone à Paris. Ça m'arrive quasiment jamais en Asie. C'est au Cambodge ou même en Birmanie. Les réseaux fonctionnent extrêmement bien. Bon. Donc ça aussi, c'est une vraie opportunité et qui veut dire que c'est pas simplement une plateforme de croissance, mais c'est une plateforme aussi qui peut vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. J'ai en mémoire un client qui était allé en Chine sur un salon et qui était revenu, mais complètement estomaqué, en se disant, mais on a 10 ans de retard. Donc il y a beaucoup de secteurs aussi où croître par acquisition en Asie, non seulement ça vous fait accélérer sur des marchés intéressants, mais en plus peut vous permettre de profiter de pratiques, de savoir-faire extrêmement valorisantes pour votre propre business ici. Très bien, merci. Nous, les défis qu'on voit donc, sur les aspects humains, je pense que vous avez encore 2-3 heures devant vous parce que ça peut être assez long. Il y en a quelques-uns. Le premier, Nicolas, tu parles de due diligence. Évidemment, vous allez faire une acquisition en Asie. Il vous paraît naturel d'aller regarder les comptes de l'entreprise, d'aller regarder comment elle est financée, d'aller regarder sa structure commerciale, d'aller regarder avec un œil juridique les contrats en place. Est-ce que voilà, tout ça est solide? On oublie souvent d'aller regarder les équipes en place, en fait. Et j'ai énormément d'exemples à partager avec vous sur des acquisitions qui se sont bien passées techniquement, mais qui, 6 mois après, sont des catastrophes parce que, en fait, c'est une coquille vide. Voilà, le CEO de l'entreprise qu'on a racheté est parti. Quand il est parti, tous les contrats sont partis parce qu'en Asie, c'est très souvent de l'institut personae. Hein, c'est très réseau. Nicolas, Arnaud en ont parlé. On travaille le temps long. Les relations de confiance prennent du temps. Vous connaissez sûrement cette image qui est assez célèbre où, en France, l'image montre qu'en France, on fait un meeting, 2 meetings, 3 meetings, 4 meetings, 5 meetings. Puis quand on est d'accord, ça y est, on va enfin dîner ensemble. En Asie, on va boire un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups, un peu de karaoké si ça commence à bien prendre. Et après éventuellement, on commence à discuter business. J'ai commis des erreurs nombreuses en arrivant en Asie, en arrivant à des rendez-vous auprès de gens très seniors, en montrant un petit peu tout ce qu'on savait faire. Voilà qui on est. Ça ne les intéressait pas du tout. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est « mais toi, t'es qui? Tu connais qui? Qui sont tes réseaux? Qui te soutient pourquoi moi je ferais du business avec toi? Et c'est pas sur la présentation, la brochure marketing de ton entreprise, c'est toi. Donc, dans les erreurs qui sont les défis, qui attendent des acquéreurs en Asie, il y a vraiment un facteur humain qu'on tire l'axe compétences, parce qu'on a très souvent tendance à penser, quand on est une société française ou européenne, américaine, tout le monde fait la même erreur, mais qu'on va trouver les mêmes compétences en Asie. Donc, on prend l'organisation chart, on se dit, tiens, le job title, c'est bon, j'en ai un. Tiens, un DRH, j'en ai un. Tiens, un demand planner, j'en ai un. Supply chain, c'est bon, tout va bien.
En fait, ces gens-là ne font pas la même chose, n'ont pas les mêmes compétences. Il va parfois rajouter des bouts ou réorganiser le poste. Voilà. Donc, qu'on tire l'axe compétences, qu'on tire l'axe culturel, bien sûr, là, c'est infini. On tire l'axe bien évidemment managérial. Et là encore, des défis vous attendent. Intéressant, il y a plein de choses. Merci d'aller sur l'axe de l'apprentissage. C'est quand même passionnant. Il y a en effet plein de choses à apprendre, mais il y a un axe managérial fondamental. Un client, il y a 2 ou 3 ans, une belle PME française, très très belle PME française qui fait déjà 200 millions d'euros à l'export, décide d'accélérer et achète en fait un concurrent un petit peu en Asie pour aller plus vite, en l'occurrence en Corée. Décide de faire venir tout de suite du siège un de ses cadres dirigeants de longue date, qui connaît bien l'entreprise, qui va aller distiller les valeurs, la culture, expliquer tout de suite à tout le monde comment on fait du business dans cette entreprise. Très bien, bien sûr, mais en face de cette personne qui avait à peu près 32 ans, on a un CEO coréen qui en a 54 et qui va regarder ce blanc-bec, excusez-moi de l'expression, mais qui va avoir du mal à le respecter juste parce que déjà, il est très jeune. Alors, ce n'était pas une femme, on a eu chaud, mais c'était un très jeune, très compétent, bien sûr. Cette personne l'a assez mal prise, est partie. Et avec lui, les clients, parce que les clients ne traitaient pas avec l'entreprise, ils traitaient avec ce CEO coréen qu'ils connaissaient depuis 20 ans. Donc voilà, des défis humains, il y en a beaucoup. Compétences, culture, pratiques business, pratiques managériales, bien sûr, sont à étudier vraiment en amont. Comme, je reprends ton expression, comme tu ne l'as pas utilisée, je peux la reprendre. Il faut soulever le capot de la voiture pour voir vraiment s'il y a bien le moteur. Pardon, je ne connais pas très bien les voitures, mais il y a un moteur, il y a des cardans, je crois. Je ne sais pas. À Singapour, je n'ai pas de voiture depuis 15 ans. Mais je sais qu'il y a des choses sous le moteur assez importantes. Il faut regarder aussi qui on a, quelles sont les forces en présence, qui détient la soft power, qui a les dossiers, qui a les contrats, qui a les clients, avant de choisir de venir poser des compétences depuis le siège ou faire localement. Voilà, ce sont des choses à regarder très très précisément sur les défis qui vous attendent en acquisition en Asie. Et encore une fois, on a dû dire l'Asie pour simplifier, mais on peut ouvrir chaque pays, et chaque pays a bien évidemment ses caractéristiques, comme vous pouvez l'imaginer. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup à tous les trois. Avec ces deux grands points, vous nous avez livré un regard précieux qui est le vôtre. Autre chose qui est précieux aujourd'hui, c'est votre expertise et votre expérience. Est-ce que vous pouvez nous livrer des cas concrets et surtout les enseignements, en fait, les enseignements que vous ont apporté ces cas concrets que vous avez rencontrés au cours de vos carrières respectives? Ouais, des cas concrets, je ne sais pas, mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que l'enjeu dans une opération d'investissement, quelle qu'elle soit, en Asie du Sud-Est particulièrement, c'est un enjeu culturel. C'est un enjeu culturel. C'est-à-dire que, oui, j'ai parlé des systèmes juridiques, des complexités, etc., mais il faut quand même imaginer, l'Asie, encore une fois plus, ce n'est pas un continent homogène du tout. Si je parle de ma région, l'Asie du Sud-Est, vous avez des Indiens, vous avez des Chinois, vous avez des Malais, vous avez des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes. Au milieu de tout ça, des Européens, des Américains. Donc c'est un carrefour de nationalités, de cultures qui... On a de la chance, tout le monde parle anglais, mais chacun a un peu son propre anglais, sa manière de voir les choses. Et donc, ce qui fait qu'une opération, je trouve, va réussir par rapport à une autre, au-delà des éventuelles difficultés, évidemment, réglementaires. Alors, je fais une parenthèse, par exemple, une opération de M&A en Asie, les bons côtés, c'est que, par exemple, le droit de la concurrence, l'antitrust, il n'y en a quasiment pas. Les problématiques de droit social, comme on a en France, par exemple, l'obligation de la consultation des instances représentatives du personnel, ça n'est pas une contrainte non plus. Donc, ce qui, d'une certaine manière, rend les opérations plus faciles. Mais donc, du coup, au-delà de ces sujets réglementaires, comme je le disais, c'est l'aspect culturel, la compréhension de ce qu'un acquéreur va vouloir et de ce que le vendeur va comprendre du désir de l'acquéreur. Et on peut se retrouver, très souvent, dans des situations de miscommunication qui peuvent bloquer un dossier.
Moi, de mon point de vue d'avocat, je pense par exemple à cet exercice dans le cadre d'une garantie de passif, de l'exercice de disclosure qui oblige un vendeur, après avoir mis à disposition de l'acquéreur et de ses conseils la documentation de sa société pour permettre de faire une due diligence, le vendeur, en plus de cela, doit faire un exercice de révélation d'éventuels sujets, de problématiques qui pourraient avoir trait à son business et qui pourraient avoir des répercussions dans le cadre de la vente. Et ça, c'est un exercice qui est souvent incompris d'un vendeur qui n'est pas forcément très sophistiqué, qui peut bloquer une opération, alors qu'en réalité, pour nous, ça devrait juste être un simple process. Et donc, il faut que les conseils prennent le temps d'expliquer aux parties, à l'acquéreur européen qui a ses standards et ses attentes d'un côté, et puis au vendeur local, peut-être un peu moins habitué à ces opérations, quelles sont les choses importantes pour l'acquéreur. Et c'est comme ça que nous, parfois, on se retrouve la plupart du temps à conseiller l'acquéreur européen, mais on se retrouve aussi côté vendeur pour conseiller une famille malaisienne, un vendeur vietnamien. Et on se rend compte que la valeur ajoutée qu'on a, elle est justement dans ce pont culturel qu'on arrive à créer. Et je pense que c'est très important. Une autre chose qui est importante, c'est qu'en effet, il y a parfois un fort antagonisme parce qu'une fois de plus, vous avez d'un côté une MNC européenne avec une équipe juridique structurée, un système de compliance, des attentes, des process, etc. Puis en face, encore une fois plus, un vendeur qui n'est pas très sophistiqué, qui n'a pas forcément le réflexe de prendre un avocat en face. Ça, c'est une erreur. Surtout, ne faites pas une opération où vous dites, tiens, le vendeur prend pas d'avocat. Pourquoi? Parce que, en fait, ça veut dire que on peut penser, oui, bah tiens, ça va être plus facile, il n'y aura pas de négo, il va signer mon document tel quel. Oui, mais il va le signer, mais il ne va pas le comprendre, il ne va pas le lire. Donc il faut faire très attention. Et ça, c'est une des premières choses qu'on dit souvent à nos clients quand ils nous saisissent sur un dossier. On leur dit, assurez-vous bien que les vendeurs ont un conseil juridique. Je me souviens d'un dossier comme ça que j'ai fait il y a quelques années où on avait passé le message, mais ça n'avait pas suffi parce que le vendeur avait pris un avocat. Mais l'avocat, c'est un spécialiste du droit de la famille. Donc je ne vous raconte pas le plaisir de réaliser une opération avec quelqu'un qui connaît le divorce et les régimes matrimoniaux. Donc voilà, je pense en fait la clé qu'il faut que vous ayez en tête. Je ne sais pas, parmi vous, ceux d'entre vous qui faites des opérations peut-être en Europe ou encore une fois plus, une opération de M&A, un investissement, vous êtes entre des gens qui se comprennent, il y a des standards, etc. En Asie du Sud-Est, il faut mettre les choses un peu de côté. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que cet aspect juridique. Et donc, dans le choix de vos conseils, notamment, faites attention à être avec des gens qui auront cette caisse à outils, qui permettront de déclencher, de déboucler des éventuels nœuds d'incompréhension qui fait qu'une opération pourrait prendre 6 à 9 mois au lieu de 2 mois. Parce que, je le répète encore, si vous êtes à Singapour, un deal M&A, ça peut se faire en 2 mois. Ça peut être très rapide. Voilà. Oui, avec Arnaud, on a un peu le même type d'expérience sur les vendeurs qui n'ont pas d'avocat. On a plusieurs cas comme ça. Et c'est toujours effectivement très très difficile à gérer. On y arrive, mais c'est compliqué. La première chose qu'on fait, nous, même chose, c'est de dire aux vendeurs, même quand on est acheteur, prenez un avocat. Bon. Sur le côté culturel, alors, il faut savoir aussi que l'Europe et la France notamment restent une très belle marque en Asie. Et ils sont en fait très respectueux, sinon souvent admiratifs de notre histoire et de notre culture. On a un client depuis assez longtemps qui est venu, alors qui est en fait une acquisition pour un client français, mais maintenant on conseille la société asiatique qu'ils ont racheté directement. Et il est venu une fois en France et il est venu dans nos bureaux. On a des bureaux à Paris également. On est à Hong Kong, Singapour, on a des bureaux à Paris. Il est venu à avenue Kléber. Il m'a dit, ah mais Nicolas, mais tu as des bureaux à avenue Kléber, mais c'est extraordinaire à Paris. Bon. Et donc ils ont vraiment cette admiration, et tout en faisant attention quand même qu'effectivement ils sont aussi très fiers de leur culture et à juste titre. Il faut faire attention de ne pas tomber dans un colonialisme idiot, et d'autant plus que souvent, justement, sur toutes ces problématiques de négociation, de compréhension, c'est quand même recommandé aussi de venir avec des équipes qui sont mixtes.
nous, il est arrivé d'avoir des vendeurs qui nous ont dit on veut discuter avec des gens dans l'équipe qui sont asiatiques, et on en a fort heureusement. Et ça, effectivement, ça permet aussi de régler beaucoup de problèmes. Il ne faut pas hésiter aussi, ça, ce qu'on conseille à nos clients, de temps en temps de refermer des dossiers. Hein. Mais ça, c'est vrai pour toute transaction. On l'a fait en Chine pour un gros client, après des due diligence assez importantes, où le client s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas gérer la société parce qu'il n'était pas équipé d'un point de vue humain pour cette société qui était quand même assez importante et assez lointaine, de détricoter et de comprendre la manière dont ça se passait. Donc voilà, il a préféré attendre et passer son tour. La manière de résoudre aussi les choses devant toute cette histoire, c'est d'être créatif. Par exemple, quand on dit qu'il y a ce problème culturel de on a donné un prix, c'est la parole, et donc pourquoi on le descendrait, quand bien même on arrive avec des due diligence qui montrent que c'est justifié. Mais quelque part, ça crée des problématiques. Il y a deux moyens de résoudre le problème, et ça on le fait, les deux. Le premier, c'est de représenter nos clients, et donc de monter au front à la place du client, mais c'est notre rôle de conseil. Donc on a fait plusieurs transactions comme ça où le vendeur ne nous aime pas et ne nous parle plus, mais continue à parler au client. Donc ça, c'est le plus important, et on a joué notre rôle. La deuxième chose, c'est d'être créatif dans la structuration du prix. C'est ce que disait Arnaud aussi, et c'est important effectivement de garder les équipes, donc des systèmes de put call, des systèmes d'earn-out, ça c'est très important. Des structurations de prix, on l'a vu sur un de nos dossiers, où le vendeur était parti sur un prix très élevé sur une société qui avait à la fois une activité en propre et en franchise. On a quand même réussi à le faire rentrer en négociation, mais en le prévenant au départ, en disant bon, votre prix et votre multiple nous semblent très élevés, on va discuter, on n'est pas vraiment là. Donc ça déjà, c'est préparer un peu le terrain, et c'est très important. C'est-à-dire que en Europe, on peut dire oui, ok, et puis 3 mois plus tard, on arrive, on revient, non, c'est 30% moins cher. À la limite, c'est le jeu. En Asie, non, donc ça se prépare. Et après, sur cette transaction, on a été créatif. De toute façon, on ne voulait pas des franchises, et donc on a trouvé un système de structuration de prix qui était plutôt Sioux, mais qui a consisté à dire aux vendeurs, ce qu'on va faire, c'est que les franchises, on vous les rachète à tel prix, mais vous les rachetez avant pour nous. Et comme de toute façon, vous allez les racheter moins cher que ce qu'on vous offre, parce que c'est vos franchisés, vous les connaissez, on va vous laisser le bénéfice de cette plus-value. Voilà. Donc il y a des moyens aussi, et pour ça il faut être bien épaulé évidemment, mais de trouver des structurations et des techniques qui vont permettre d'échapper à tous ces problèmes. Je vais faire court parce que je crois qu'on est en train de dépasser. 2 minutes, ok. Dans les cas concrets qui peuvent venir un peu éclairer ce sujet, moi je voudrais donner un exemple de réussite et puis un exemple d'échec, en fait, on peut le dire. Alors, je vais commencer par l'échec qui va être plus court et je vais passer plus de temps sur la réussite. Mais voilà, on avait un client qui décide de racheter son distributeur, en l'occurrence en Chine, et qui tout s'est extrêmement bien passé en pré-intégration, hein, donc la partie juridique, la partie négociation, ils avaient pris tout ce qu'il fallait de conseils, un conseil juridique, un avocat, tout était là, une belle banque d'affaires qui les soutenait. Le deal était gagné, mais littéralement gagné, et ça a été vraiment une histoire d'incompréhension, de comportement culturel qui a tout fait casser, mais en très peu de temps. Et il ne pouvait pas remonter la pente. C'est-à-dire que quand ce client qui était français a commis l'impair comme on dit en Asie, vous l'avez déjà entendu bien sûr des milliers de fois, mais a fait perdre la face à cet interlocuteur, l'a mis dans une situation où le vendeur s'est senti diminué ou quasiment acculé à la vente, alors qu'au départ c'était une vraie volonté quasiment de transmission, en se disant mes équipes, mes employés vont survivre, la société va survivre parce qu'aujourd'hui moi j'ai plus les moyens d'eux et cette société va me les donner. C'est transformé en mais pourquoi me traite-t-il de cette façon? Par simplement une méconnaissance de la pratique des pratiques business sur un axe culturel. Donc c'est très dommage, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent perdu, et puis un mariage, hein, finalement l'avocat de droit de la famille parfois peut être utile parce que c'est quand même un mariage et parfois ça se finit dans un mauvais divorce. En l'occurrence, ça aurait dû avoir lieu et n'a pas eu lieu. J'ai un exemple opposé, un client qui a fait appel à nous en amont, en même temps que son conseil juridique et sa banque, a fait appel à nous sur la partie
dit, bon, voilà, je rachète mon distributeur en Inde, à Noida. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Noida. Et le client, je peux le nommer puisqu'il me permet de le faire, et il s'appelle Manitou. C'est une très très belle entreprise française, d'Anceny. Donc Anceny, Noida, dans les deux sens, il pouvait y avoir une sorte de je ne sais pas, de choc et de clash. Et on a travaillé pas mal en amont avec eux à la préparation de cette intégration. La volonté de Manitou, la volonté du distributeur qui était tout à fait d'accord pour être accompagné là-dessus. On a organisé à Noida, on a fait venir le COMEX d'Anceny. C'était vraiment très touchant de les voir là-bas. Et on a organisé 2 journées d'ateliers où on a décrypté les codes culturels indiens, comment on fait du business en Inde, qu'est-ce qui va se passer dans les réunions. On a expliqué aux Indiens ce qui allait se passer quand ils allaient être en réunion avec des Français, quand on n'allait pas prendre de décision à la fin d'1h30 d'une réunion qui aurait dû durer 45 minutes, que non, il n'y a pas d'agenda dans une réunion française parce qu'on y va pour confronter des idées et dire qu'on n'est pas d'accord. C'est de là que vient, que se sourcent nos idées, notre créativité. Voilà. On peut en donner plein des exemples. Tout le monde s'est dit, ouh là là, ah oui, on va être très très différents, ça va être très différent de travailler ensemble, mon manager va être très différent. Ça va, on reste humble, on ne s'affole pas. Et quand on ne comprendra pas, on le dira. On dira, je crois que je ne te comprends pas. Et ça a vraiment ouvert la porte à cette au moins humilité de se dire, on ne va peut-être pas toujours se comprendre. Et aujourd'hui encore, Manitou prend cet exemple comme un exemple d'intégration d'M&A extrêmement réussi, où le business a continué. Je vous donne juste la petite anecdote, mais c'était vraiment très chouette. Ils avaient en Inde, avant la venue du COMEX, ils avaient peint toutes leurs mobylettes en rouge, parce que Manitou, c'est rouge. Alors, ils étaient très contents. Mais alors là, il y a le COMEX de Manitou qui se dit, mais pourquoi toutes ces mobylettes sont rouges? Il a fallu leur expliquer que c'était vraiment un cadeau de bienvenue. C'était magnifique. Mais ils avaient repeint tout en rouge. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est un exemple très réussi d'un COMEX qui a eu l'humilité de se dire, bon, là on va peut-être pas tout comprendre, on va se faire aider. Voilà, un exemple. Merci beaucoup Isabelle et merci beaucoup d'avoir choisi une réussite pour terminer cet atelier. Merci également à Nicolas et à Arnaud. Merci Solène, merci Solène. pour tes questions. Merci à tous. Solène.